Bonjour. Lorsque j'évoque l'expansion terrestre, soit le doublement de la taille de notre planète en moins de 200 millions d'années, de l'époque des dinosaures à nos jours, certains me disent que je ressors là une vieille théorie qui n'a jamais fait ses preuves. Mais je suis comme tout un chacun, j'ai subi un enseignement avec lequel cette hypothèse n'a jamais été évoquée. Le choix de ce qui est bon à savoir a été de prétendre que le diamètre d'un astre ne varie pas, et pour expliquer les observations de terrain, on a imaginé cette grande valse des continents, la tectonique des plaques continentales. Ceci pour dire que, comme une très grande majorité de personnes, je ne connaissais pas cette théorie de l'expansion terrestre, et c'est en revisitant le modèle de l'atome, avec toutes ses conséquences, sur le principe de la pesanteur, sur ce fluide subtil qui emplit l'univers et qui perdait par la même occasion ce caractère de ne plus être un fluide hypothétique et mystérieux, je parle de l'éther. Bref, c'est avec toutes ces nouvelles bases que l'énergie qui sort des entrailles de notre Terre devenait explicable par la désagrégation d'un immense noyau astral et par conséquent une production de matière qui, avec le temps, occupe un plus grand volume. De ce fait, j'ai retrouvé cette théorie, et c'est en cherchant à comprendre le cheminement de la pensée scientifique dans ce domaine que j'ai découvert qu'elle avait été émise il y a plus d'un siècle, et malheureusement, elle a toujours été totalement occultée. Contrairement à ceux qui ont tenté en vain de la mettre en avant, et qui n'arrivaient pas à justifier ce grossissement avec la gravitation, j'avais à disposition le mécanisme et ses conséquences. Il fallait donc que j'analyse la variation des différentes grandeurs physiques sur une sphère plus petite afin d'en déterminer les caractéristiques de l'environnement et de là connaître la taille minimale qu'elle avait pu avoir. Par cette démarche, je suis très rapidement arrivé à ce constat fort évident. Tous les continents étaient regroupés ensemble et formaient la coquille solide d'une sphère 2 fois plus petite. De là, en grandissant, les différents morceaux de coquille, les continents s'éloignent les uns des autres tout naturellement. Les fonds océaniques conservent les cicatrices de ces déplacements. Elles montrent des phases d'expansion plus ou moins rapides. Malheureusement, nous avons opté pour des interprétations très confuses et souvent contradictoires. Par exemple, pour expliquer l'éloignement de l'Amérique latine de l'Afrique, nous savons que la dorsale atlantique est le lieu où se génère la croûte océanique, nécessaire pour recouvrir cette nouvelle surface. Si cette dorsale explique l'éloignement des 2 plaques continentales qui glisseraient sur une sphère, pourquoi trouve-t-on ce même type de dorsale dans le Pacifique et dans l'océan Indien? En ces lieux, il n'y a plus besoin de générer une nouvelle peau, bien au contraire. Du coup, ces dorsales obligent à supposer des comportements invérifiables, comme le passage de la croûte océanique sous la croûte continentale, comportement nommé la subduction. Le rôle de ces dorsales devient un peu stupide lorsque, au lieu de regarder sur un planisphère, on regarde sur une sphère la dorsale qui entoure le continent antarctique. Il n'y a pas de subduction constatée autour de ce continent avec l'émergence de volcans. Alors, comment expliquer un éloignement dans toutes les directions autrement que de se rendre à l'évidence que seul un grossissement l'explique? Maintenant, si je tente de rapprocher le continent sud-américain du continent africain, nous constatons qu'ils ne joignent pas correctement. Cette ouverture, semblable à celle qu'on obtient en aplatissant une peau d'orange, prouve que le diamètre du globe s'est agrandi. Ces déformations des morceaux de coquille à la surface d'un manteau visqueux expliquent également ces apparentes collisions. Tout est fonction du milieu présent dans cette zone de fracture et qui effectue un refroidissement plus ou moins rapide.
Ceci veut dire que l'expansion ne signifie pas exclusivement un éloignement des continents, mais qu'il faut prendre en considération tous les éléments à la surface du globe, y compris les océans. Ainsi, l'émergence des montagnes s'explique dans tous les lieux où elles sont présentes. Une autre preuve qui valide l'expansion terrestre sont ces os de dinosaures qui défient la théorie de l'évolution Darwin parce que découverts en deux extrémités de l'hypothétique continent primordial, la Pangée. Rien n'explique qu'une même espèce se soit développée simultanément en deux lieux aussi distants, tandis que sur un globe plus petit, ces deux zones géographiques étaient conjointes. Avec cette nouvelle compréhension du fonctionnement des astres, par désagrégation du noyau astral, l'expansion terrestre devient une évidence et toutes les phases d'expansion expliquent ces événements encore observables dans des strates avec des interprétations simples et logiques. Même les différentes périodes glaciaires n'ont plus besoin d'une improbable modification de l'orbite terrestre. Tout s'explique par ce qui est effectivement visible, ces cicatrices au fond des océans. Cette production de matière par désagrégation du noyau astral s'applique à des solides, à des liquides et à des gaz. Encore une fois, inutile d'imaginer un bombardement de météorites pour expliquer l'eau des océans, ni même la variation de son volume dans le temps. Les preuves qui attestent de l'expansion terrestre sont considérables. Il suffit de réinterpréter toutes les observations de terrain sur cette base. Mais pour cela, il faut reconsidérer également toutes ces notions fondamentales qui montrent leurs lacunes, et plus particulièrement le modèle de l'atome et le principe de la pesanteur qui en découle. Bref, il faut faire cette démarche scientifique d'évaluer de nouvelles hypothèses pour s'apercevoir qu'elles réfutent des théories qui semblaient pourtant être irréfutables. L'expansion terrestre devient ainsi la théorie qui réfute et remplace la tectonique des plaques continentales. La science a toujours évolué de cette manière, en montrant les limites d'une théorie admise par rapport à une nouvelle qui l'a remplacée. C'est ainsi que d'un monde géocentrique, nous sommes passés à un monde héliocentrique, plus logique, et qui a réussi à faire évoluer notre savoir en permettant d'établir les lois de Kepler. En conclusion, j'invite tous les géologues et les géophysiciens à revenir sur ces explications du fonctionnement de notre planète parce que notre connaissance en sortira grandement améliorée. J'invite également les paléontologues et même les historiens car on pourra ressortir toutes ces preuves d'un passé bien plus riche. Toutes ces pièces à conviction qui ne collent actuellement pas au scénario envisagé alors qu'on occulte obstinément. Oui, l'histoire de l'humanité a connu des périodes où son intelligence était d'un niveau qu'on n'ose toujours pas imaginer. Je vous remercie de votre attention.